Bonjour Stéphane, bienvenue pour ce webinaire ce mois-ci pour traiter du burn-out des pompiers. Comme vous le savez, chaque mois, je propose un webinaire en lien avec le burn-out de chaque profession. Et aujourd'hui, la profession des pompiers, qui est très, très sollicitée, va pouvoir, on va avoir un éclairage sur les problématiques que peuvent rencontrer les pompiers dans leur quotidien et qui plus est, sur les problématiques de burn-out. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane, qui est président de l'association APT. Heu Super. et donc, il va pouvoir tout d'abord se présenter. Bonjour à tous, je me nomme Stéphane Saison, donc je suis euh, ancien sapeur-pompier de Paris, institution dans laquelle j'ai fait 20 ans, où j'ai vécu trois accidents graves qui ont failli chacun me coûter la vie, et pour lesquels j'ai fait un stress post-traumatique et 6 000 burn-out en fait, opérationnel, et pour lequel j'ai créé mon association il y a un an pour la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation sur le stress post-traumatique et l'épuisement opérationnel chez les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Stéphane, pour cette présentation. Comme je le fais habituellement tous les mois, je vais mettre tout d'abord en avant les problématiques liées au burn-out et ce qui est véritablement le burn-out. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane en introduction, en aparté. Il est important de faire une différence entre la phase du burn-in et le burn-out en tant que tel. Il faut savoir que le burn-in, c'est la phase où on va avoir des sursollicitations. On est, en activité, en hyperactivité tout le temps. On ne veut jamais s'arrêter. Il y a toujours, malgré tout, des signaux d'alerte, mais on ne veut surtout pas les entendre. Le corps souffre petit à petit, on finit par s'épuiser et il y a quand même des symptômes, il y en a 132 qui ont actuellement été référencés, d'où la difficulté de poser un vrai diagnostic sur cette problématique de burn-out. Et il faut savoir que cette phase de burn-in est très importante parce qu'on a ce qu'on appelle le déni dans cette phase, où les personnes ne savent pas s'arrêter et ne veulent pas s'arrêter. Pour moi, il est très important de faire en sorte qu'on puisse faire de la prévention par rapport à ça. Parce que finalement, tout notre entourage et collègues, la famille, peuvent, s'ils sont, au courant des problématiques, ils peuvent vraiment alerter la personne. Parce qu'elle est dans une phase souvent de déni et elle ne veut pas entendre la problématique. Donc cette phase-là est vraiment très, très importante et cette phase de déni peut durer très longtemps finalement, y compris après un arrêt pour maladie. Puis petit à petit, on va se créer ce burn-out en fait et va arriver la phase d'épuisement total où il ne sera plus possible de se lever le matin. On va être tellement fatigué, épuisé qu'on va finir par s'écrouler, par ne plus avoir conscience de finalement qui on est. Puis ensuite va commencer une période qui peut être plus ou moins longue en fonction des personnes. Cette phase peut durer en moyenne, ça ce sont des chiffres belges, parce que malheureusement, il est très difficile d'avoir des chiffres en France, dans le sens où la problématique de burn-out n'est pas, les médecins ne pouvaient pas jusqu'à la dernière jurisprudence précisée sur un arrêt maladie, arrêt pour burn-out. D'où la difficulté de trouver des vrais chiffres en France. Malgré tout, il est important de préciser que ça touche à peu près 2 500 000 personnes en France à l'heure actuelle et les chiffres en burn-out sévère, qu'on appelle sévère avec
hospitalisation en milieu psychiatrique, ça touche 12% de la population à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu, l'état, actuel, de cette problématique de burn-out. Heu, j'ai envie maintenant pour, commencer, Stéphane, de vous poser, une première question. Quel a été, pour vous finalement le déclenchement? Est-ce que vous savez finalement quel était le déclencheur de ce burn-out pour vous? Alors, le déclencheur, oui, bah, moi j'ai été sapeur-pompier pendant 20 ans à Paris. Le déclencheur de ce burn-out, c'est le cœur du métier, c'est les interventions en fait. J'étais dans des casernes dans lesquelles on intervenait énormément. On faisait environ 8000 à 8500 interventions à l'année. Moi, en tant que sergent, ne prenant que de l'ambulance et du premier secours, chef d'agré, Mmh. c'était sur 72 heures, c'était environ entre 45 et 50 interventions. Donc, une année, c'est 150 gardes. Vous prenez 80 gardes à l'ambulance et 70 gardes au premier secours. Ça vous fait environ plus de 10 000 départs, en gros. Enfin, sur 4 ans, ça me fait plus de 10 000 départs. Donc, c'est énorme, ça fait à peu près 50 départs sur 3 jours, multiplié par 4 ans, c'est c'est juste pas possible parce que à partir du 10e départ, je pense, l'accumulation de la fatigue, du sport et tout ce qu'on nous demande à côté, c'est juste énorme et l'empathie qu'on pouvait avoir pour la victime de 8 heures ou 9 heures le matin, à 23 heures, on n'a plus du tout la même empathie. À partir du 10e départ, je pense que l'empathie reste dans la remise avec les collègues qui n'ont pas décalé et vient plus avec vous dans l'engin. Donc c'est à la fois dangereux d'une part pour les victimes parce que vous pouvez passer à côté de choses graves. Vous ne pouvez pas découvrir, enfin vous ne pouvez pas diagnostiquer et voir sur les victimes pendant le bilan. Et d'autre part, pour votre propre personnel, puisque vous êtes un peu moins, vous êtes plus dans la vigilance, vous êtes dans le, bah voilà, il se passe, faut que j'intervienne, j'interviens, mais vos barrières et vos signaux de détresse pour protéger votre intervention sont inhibés par le trop, en fait, par le trop d'intervention. On est plus flex, on dirait, et on pourrait passer à côté de quelque chose, en fait. Et finalement, vous parlez de cette 10e intervention, qui, peut faire pencher la balance. Est-ce qu'au niveau à la fois psychique, physique, vous avez des signaux qui, peuvent plus ou moins vous alerter sur, cette empathie qui peut, baisser finalement? Bah, c'est simple, en fait, quand ça sonne, à partir du 10e départ, au 10, 12e, je sais pas, c'est compliqué pour certains trucs, Mmh. et vous savez, quand ça sonne, c'est une contrainte. Vous intervenez, vous montez dans le camion, mais c'est une contrainte. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Le cœur du métier, c'est d'aller aider les gens, et quand ça devient une contrainte, c'est contre-productif, c'est dangereux, et ce que je disais, pour les victimes, et c'est dangereux aussi pour les secours, parce que il y a une baisse de vigilance, il y a plein de choses qui font que, on voit, ras-le-bol et flex, on fait plein de choses des fois. Mais donc voilà, c'est ce qui est dangereux et pernicieux, c'est que quand on commence à plus prendre goût à monter dans l'engin, c'est qu'il y a un problème. Déjà. Finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi, dans le cadre, plus de l'entreprise, on pourrait faire un parallèle avec le cadre de l'entreprise, ça serait, le moment où potentiellement on va, tellement prendre de distance par rapport à son travail, qu'on pourrait éventuellement pas dénigrer, son travail, mais, finalement, être dans cette perte d'empathie. Oui, c'est ça. Oui, bah, comment vous expliquer? C'est difficile de. Ce que je disais tout à l'heure, la victime de 9 heures ou 10 heures le matin, pour qui vous allez avoir de l'empathie, vous venez de vous réveiller, c'est le début de la journée, tout va bien, l'ambiance est cool au niveau de l'engin, les gens sont reposés, et vous faites la même intervention à
21h, 22h, 23h, où c'est la 10e, 12e, vous n'aurez pas la même empathie. Vous êtes fatigué, parce que vous avez passé une journée entre les hôpitaux et les interventions. Le sport, tout ce qu'on vous demande à côté, parce qu'il n'y a pas, il y a pas, on n'est pas dans le canapé à attendre les interventions. Hein, voilà, il y a plein de choses à faire en plus. Et donc, faut comprendre que on puisse être aussi nous fatigués de faire notre propre travail. Quand on arrive à 10, 12, 15 interventions sur 24 heures, ça devient compliqué. Et est-ce qu'il y a finalement plus de difficultés que lorsque vous avez commencé à l'heure actuelle à exercer ce métier de pompier, dans le sens où est-ce que la population est, en fait, ça on l'entend malgré tout dans les médias, la population qui est, en fait, finalement le mythe du pompier qu'on va aduler. Euh, Finalement, on avait échangé auparavant et vous m'aviez dit que, par exemple, des interventions dans des cités où vous recevez des cailloux, clairement, ça, c'est d'autant plus compliqué pour vous. Ah oui, c'est pas agréable de recevoir des pavés comme j'ai pu recevoir à la Courneuve, ou régulièrement au Berbillon, on recevait des piles, des cailloux, on se faisait insulter. Les insultes, c'était quotidien, c'était tous les jours. On faisait même plus attention. Les gens nous insultaient, les victimes, majoritairement c'est les victimes en plus. Mais on fait plus attention et on se blinde à ça. Et je pense que au bout d'un certain moment, je pense que le cerveau il prend le dessus et il dit mais à un moment c'est pas normal, il faut arrêter. Et on pète presque un plomb, mais ça devient n'importe quoi en fait. Nous, on devient des robots. Et Mhm. on ne va pas être des robots en fait, mais on se blinde, on se crée une carapace qui fait 10 mètres d'épaisseur autour de nous, c'est des bunkers de la guerre 40. Et vas-y, tu insulte-moi, jette-moi des cailloux. Bon, là, moi, ça a été plus compliqué parce que je l'ai pris en plein visage, ça m'a coûté 3 dents et 14 points de suture, mais majoritairement, on n'entend pas plus parler. Maintenant, c'est plus calme. Enfin, les médias en parlent moins des blessés, mais il y a beaucoup d'agressions. Hein. Tous les jours, les pompiers sont agressés. Tous les jours. Mais on n'en parle pas. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de libérer cette parole. Pour moi, finalement, ça fait partie des conditions de travail qui sont de plus en plus complexes, finalement. Parce que, comme on avait échangé la dernière fois, vous m'aviez dit que ce qui est très difficile aussi, c'est d'être au plus près de la population et des situations sociales difficiles et de plus en plus difficiles. Ah, c'est sûr que là pour le coup, on intervient de plus en plus. Bah, ce que je disais, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, notre dernier entretien, c'est que majorité, 80% des interventions des sapeurs-pompiers de France, enfin entre 70 et 80%, c'est pour la région parisienne, mais environ 70% des interventions des pompiers de France, c'est du secours à personne. Donc, on sent bien que la société est un petit peu malade, puisque 80%, c'est quand même énorme. C'est quand même plus que énorme. Et ce qu'on peut voir dans ces chiffres en plus, c'est que 7 interventions sur 10 dans ces 80% ne nécessitent aucun geste de secourisme. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait intervenir sur ces interventions. On déclenche des interventions de sapeurs-pompiers formés, professionnels, volontaires ou militaires, peu importe, Mhm. formés au secourisme haut de gamme, puisque on est quand même, c'est la pointe maintenant, avec tout ce qu'on nous rajoute régulièrement dans les, dans les Les formations. formations. Ouais. Tout ça pour faire un ongle incarné. Euh, j'ai mal à la tête depuis 3 jours. Je comprends pas. Ma femme m'a quitté. Je me sens pas bien depuis 2 jours. En fait, de la détresse vitale pour laquelle moi j'ai commencé en 1985 chez les volontaires, là maintenant, on est plus sur une détresse sociale en fait. On fait beaucoup, c'est de la détresse sociale. Les détresses vitales, les arrêts cardiaques, les accidents graves de la circulation. Et tout ce qui nécessite des jets de secourisme, bah, c'est 30%, c'est 3 interventions sur 10, c'est très peu en fait. Donc Ah oui, c'est vraiment peu, enfin peu par rapport à toutes les sollicitations que vous pouvez avoir finalement. voilà, donc vous pouvez comprendre que à partir d'un certain seuil, on puisse être fatigué. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que les pompiers, en France, peu importe, hein, dans le monde, hein, je suppose que c'est, enfin, ceux qui font du paramédic surtout, on est les buvards de la société. C'est-à-dire que
Quand ça va pas, on sait appeler les pompiers. Peu importe, que ce soit pour n'importe quoi, on les appelle. Vous intervenez, les gens vont vider leur sac, même si c'est pas grand-chose, ils vont durcir le, ils vont durcir le bilan au niveau de l'appel pour dire, ah bah oui, non, mais j'ai une douleur j'ai le cœur, il me fait mal. Enfin, ils vont durcir, ils vont aggraver leur bilan pour que l'opérateur qui soit au bout, bah lui, il doute, en fait, il sait plus. Il va envoyer les secours et et quand vous arrivez, vous, ben en fait, il a juste, il est pas bien. Mais psychologiquement, il est pas bien parce que, je sais pas, le facteur est pas passé à l'heure ou je sais pas, et il est pas bien. Et du coup, nous, tous ces mots où sa compagne est partie, où les enfants sont pas bien, lui, le fait d'avoir un équipage de pompiers devant lui, il va vider son sac, parce que lui, c'est le but, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, en fait. Une oreille, une épaule sur qui s'appuyer, une oreille attentive. Ok, voilà. Vous l'écoutez pendant 5 10 minutes, voilà, ça peut durer plus. Et au final, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, vous faites un bilan au médecin coordinateur, vous dites on transporte pas. Peu importe. Mais vous, que vous le transportiez ou pas, lui, il a vidé son sac. Enfin, il a transféré son sac dans le vôtre, Mmh. en fait. Et vous, votre sac, chaque intervention, chaque intervention, chaque intervention, ils vous remplissent le sac un petit peu plus. Et au bout de la journée, et au bout des mois, des années, bah, le sac, il fait 100 000 tonnes, en fait. Mmh. Et le problème, notre problème, c'est que nous, on n'est pas en capacité de pouvoir le vider, ce sac. Si on pouvait le vider régulièrement, bah, on dirait qu'on fait du transfert, en fait. Nous, on vide, eux, ils vident et nous, on revide. Mais là, on peut pas le vider, en fait. Et l'accumulation de tout ça, bah, ça fait perdre de l'empathie, parce qu'on a presque, je vais pas dire qu'on se moque de, mais voilà, quoi, ça nous atteint plus. Voilà, malheureusement, c'est ça. Mmh. Vous me donniez, comme exemple, une personne qui, vous avait appelé, pour, un mal de genou qui, durait depuis 2 ou 3 semaines, je crois, vous Ouais, m'avez ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. 2 semaines, ouais. et j'aimerais bien que vous me parliez de cet exemple. C'est pas très, mais bon, je Non, peux, mais ça en évidemment, fait je partie. peux, bien sûr. Bien sûr que je peux, parce qu'il y a prescription, et puis même, quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas eu, il y a rien d'important et de grave, mais c'est que le monsieur nous appelle pour une douleur au genou depuis une quinzaine de jours, mais il nous appelle à 3 heures du matin. C'est tellement plus agréable de voir les pompiers la nuit. Je pense que c'est quoi, voilà, peu importe. Et lui, il voulait aller à l'hôpital. Bon, ok, je dis pas de problème. Mais vous avez mal depuis combien de temps? Bah, ça fait 15 jours. Mais là, depuis hier soir, je peux plus. Ok. Et bah, j'attends que vous m'emmeniez à l'hôpital. Ok. Eh bien, regardez. Vous voyez par la fenêtre? Vous voyez un camion rouge en bas? Vous voyez le camion rouge en bas? Si vous arrivez avant nous, dans le camion, enfin, à côté du camion, c'est parfait, on vous emmène. Si vous arrivez qu'il est plus là, ben, il faudra vous débrouiller par vos propres moyens. Voilà. Et il a couru. Il arrive avant nous. Et on est au 10e étage. Il arrive avant nous. Donc, en quoi, les gens, la facilité, c'est gratuit, c'est un taxi, c'est rouge, c'est gratuit, donc ils en profitent. Et là, du coup, ben, on l'a emmené, parce qu'il arrive avant nous. C'est le deal, hein. Je lui avais dit, si vous arrivez avant nous en bas, on vous emmène. Si vous êtes arrivé, tant pis, on sera parti. Et il est arrivé avant nous, en courant, en courant. Donc voilà, on en est là, et c'est fatigant, c'est usant pour les secours, puisque c'est pas le cœur du métier. On n'est pas là pour se substituer à d'autres services. Finalement, Malheureusement. là, en l'occurrence, vous faites taxi. En gros, c'est ça. Oui, oui, bah c'est ça. Gratuit. Ah bah c'est gratuit et si vous vous débrouillez bien, ils sont là dans moins de 10 minutes hein, à Paris. Donc c'est encore plus rapide que rapide. Ouais, c'est top. Vous avez tout, finalement à dispo, juste le bouton rouge et point. Ouais, c'est tout. Ils ont compris que s'ils appelaient une ambulance, ça va leur coûter. Ou par les transports, parce qu'il va prendre le métro, le taxi ou le tramway, je ne sais quel transport en commun, hein. Ça va être chiant et compliqué pour lui parce qu'il faut payer. Et puis le tramway ou le métro ou le truc, c'est pas facile. Bah, les pompiers, c'est tellement plus simple. Ils sont là dans 3 minutes et voilà.
On m'a attendu sur une personne malade sur la voie publique, m'attendait sur le trottoir, évidemment, en regardant sa montre, en me disant dépêchez-vous, je vais être en retard à mon rendez-vous à l'hôpital. Vous trouvez ça normal? Voilà. Bah, il est arrivé en retard, hein, je vous assure qu'il est arrivé en retard à l'hôpital, parce que je suis parti. Je suis pas resté, mais voilà, on en est là. Et ça, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, hein. Voilà. Donc finalement, vous êtes à disposition Oui, c'est ça. et les gens n'ont pas visiblement non seulement d'empathie vis-à-vis de vous, Il alors que, n'y a pas de scrupule non plus. voilà, oui, bien sûr. Mm. Aucun scrupule, non. Oui, quand en fait, là, on est dans la problématique du chacun pour soi, qui est Oui, de plus en plus développée, peut-être depuis le Covid, je ne sais pas. oui, oui. Est-ce que vous avez vu justement des changements depuis le Covid? Ah, moi, je l'ai pas vécu, Covid, je l'ai pas vécu en tant que sapeur-pompier. D'accord. J'ai repris juste après Ok. le Covid, mais on sent de toute façon que c'est tendu, hein. Et les gens l'individualisme a été démultiplié à cause du Covid. D'accord. Donc, Mais on a en revanche beaucoup plus sur nos feuilles de route pour des personnes malades où on décale avec notre ambulance, troubles psychologiques, troubles psychiatriques, c'est marqué sur nos feuilles maintenant de route. Et de plus en plus, c'est marqué. oui, Voilà. l'anxiété de la population, finalement, vous êtes les premiers à en être témoins. C'est ça, ça se répercute sur nos feuilles de route, personnes malades, voilà, et c'est marqué, attention, enfin, troubles psychiatriques, troubles psychiques, voilà, D'accord. un antécédent. Et donc maintenant, j'ai envie de vous questionner sur finalement votre propre burn-out. Vous nous avez parlé des accidents que vous avez pu avoir tout à l'heure. Euh, Est-ce que vous seriez en capacité de, maintenant, avec du recul, euh, nous démontrer finalement comment vous en êtes arrivé là? Alors, oui, enfin, moi, oui, comme je vous disais, j'ai vécu 3 accidents graves. J'ai été enseveli une fois. J'ai été sauvé in extremis par un sergent qui était à proximité de enfin, de ma zone de travail. J'ai été brûlé aux cuisses, au visage, j'ai été arrêté pendant quelques semaines. J'ai été, comme tout à l'heure on en parlait, caillassé euh, dans une banlieue de Seine-Saint-Denis où j'ai reçu un pavé qui m'ont coûté 14 points de suture et 3 dents cassées. Mais le plus compliqué, c'était 6 mois après, quand à Aubervilliers, le 25 août 2003, j'ai perdu un fer d'arme en fait. Et on intervenait sur un feu d'entrepôt, enfin d'entrepôt de bâtiment désaffecté, squatté, et vers 6h30 du matin. Et le bâtiment faisait 2 étages, enfin 2 niveaux, enfin oui, 2 étages. Et alors mon équipe était engagée, j'étais chef d'agrès du premier secours, et mon équipe était engagée à l'intérieur pour attaquer les foyers principaux du sinistre. Et j'intervenais à l'intérieur de mon côté avec une chef d'équipe pour l'épauler et en même temps surveiller mon équipe et couper les propagations parce que il y avait un bâtiment à côté et fallait pas que les flammes puissent l'atteindre. Et quelques minutes après, l'entrepôt s'est effondré à plat comme un château de cartes sur nous en fait. Donc j'ai eu la chance, la malchance, je sais pas, d'être avec ma collègue. Je l'ai pris par l'épaule parce que j'ai vu que ça commençait à tomber le plafond. Je l'ai attrapé quand ça commençait à tomber assez virulement. Je l'ai attrapé par l'épaule, je l'ai retourné, essayé de la tirer vers la sortie. Nous, on était proche de la sortie, contrairement à mon équipe qui était une dizaine de mètres plus loin. Et comment vous expliquer? Nous, on a été projetés à l'extérieur par le souffle de l'effondrement, en fait. Ça a fait un gros souffle. Nous, déjà, on était sous appareil respiratoire, donc on respirait dans la bouteille. On a été projeté à l'extérieur. Moi, ça m'a arraché le casque était en vrac, mon masque était arraché, j'avais l'air à 300 bars qui poussait, donc ça faisait un bruit énorme. Et quand je me suis retrouvé, j'étais devant l'échelle de la Courneuve, pour pas la citer, qui était devant le bâtiment.
Quand je me suis retourné, il restait un tas de gravats de quelques centaines de mètres cubes et, euh, et mes deux collègues en dessous, puisque je savais pertinemment, eux, ils étaient coincés. Quoi qu'il en soit, j'étais persuadé que j'étais coincé. Ma collègue qui était avec moi, je me doutais qu'elle était pas loin de moi. Donc moi, si j'avais été expulsé, elle devait pas être bien loin. Effectivement, je l'ai retrouvée quelques minutes après, juste derrière moi, collée contre une voiture. Enfin, pas écrasée, mais elle était collée contre une voiture. Et mes deux collègues, par contre, ensevelis. Et quand je me suis retourné, j'ai vu le tas. C'était pour moi, ouais, c'était le tas. Et ce tas, en fait, comment vous expliquer? Ben, je me suis effondré en larmes, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, c'est mon chef de garde qui est venu me secouer. Et j'ai pas réussi à les gratter sur le tas. Et après, je me suis occupé de ma collègue et mes collègues sont les grattés. Et on a retrouvé un collègue rapidement parce qu'il était en surface, visiblement. Le second, par contre, près d'une heure après, écrasé sous une poutre, enfin, au fond, vraiment profondément. Donc voilà, c'est les chiens qui ont marqué et qui l'ont trouvé un bon moment après. En état de mort apparente, qui a été transporté à l'hôpital par hélicoptère et qui était déclaré décédé à l'hôpital de Percy. Voilà. Mon collègue qui était enseveli en surface a passé un an à Percy aussi chez les Grands Brûlés. On a, pendant quelques mois, serré les fesses et serré les dents pour que ça passe, parce qu'on n'avait que des échos pas bons au départ. On ne savait pas s'il allait vivre ou pas. Et voilà. Oui, donc quoi qu'il en soit, c'est toujours du trauma quand c'est de vos proches, vos collègues, vos proches. Et à ce moment-là, peut-être il y a un sentiment de culpabilité. C'est ça. Mais en fait, je me suis dit, il y a trois blessés, enfin deux blessés graves et un décédé, et moi je suis indemne. C'est ce qui m'a. Je pense que si j'avais une jambe cassée ou un bras cassé, ça serait passé différemment, je pense. Mais là, moi, je m'en sors physiquement indemne. Et ma collègue qui était à côté de moi a eu deux vertèbres cassées. Donc, j'ai au souvenir deux vertèbres cassées, qui était à l'hôpital de Bégin. Et, euh, et mon collègue Ludo, il est resté un an à Percy. Avec quelques mois entre la vie et la mort, il savait pas comment il allait s'en sortir. Et là, il avait été amputé de plusieurs doigts de pied, je crois. Et voilà, il était brûlé à je sais plus combien de pourcents. C'est énorme. Mais j'ai culpabilisé sur un accident qui était un accident, ça s'appelle, c'est le terme du truc, et que personne n'aurait pu prévoir en fait. Moi, j'ai culpabilisé parce que c'était mon équipe, c'était mon équipage. Voilà. Et j'avais la responsabilité de leur vie en fait, puisque c'est moi qui suis responsable de l'engin, donc je suis responsable de leur vie et de leur sécurité. Et là, au début, j'ai cru que j'avais failli à ma mission, et en fait, visiblement non. Voilà. Oui, il y a toujours une problématique où on se dit que on peut potentiellement avoir une responsabilité dans ce qui s'est passé, dans cet accident. Malgré tout, très certainement, à ce moment-là, vous avez réagi comme vous pouviez. Oui, c'est ça. Ouais, c'est surtout ça, oui. Et à chaud comme ça, c'est violent en fait. C'est violent. Ça. À chaud, c'est violent. Et finalement, vous me disiez que au sein des pompiers, vous avez un accompagnement psychologique ou pas systématiquement pour pouvoir débriefer des grosses interventions comme celle-là. Alors là, alors ce qui était encore plus enfin, traumatisant, oui, parce que mon camion est resté sur place, puisque les lances étaient, les moyens hydrauliques sont restés sur place pour finir l'extinction avec, avec les matériels de déblaiement, les pelleteuses, mais moi je suis rentré à pied, et tout seul. Un premier secours chez les pompiers, enfin, à Paris, c'est 5 personnels. Je suis rentré tout seul, sans le camion, sans mon personnel. Voilà. Donc, c'est compliqué. L'intervention était à 200 mètres de la caserne. Je suis rentré à pied. Mais c'est chaud. J'avoue, c'est chaud.
Oui, à ce moment-là, finalement, les 200 mètres n'étaient pas suffisants pour pouvoir prendre du recul face à la situation. Vous étiez encore dans le chaud de la situation, finalement. C'est ça, exactement. Et quand je suis rentré à la caserne, on rentre sur un grand parc, une grande cour, un grand parking, et tous les gens de la caserne étaient là. Ils avaient fait, je pense qu'ils avaient dû faire du rattrapage pour que tout le monde. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde de la caserne, hein, pas des pompiers extérieurs, hein, beaucoup de la caserne. Et quand je suis rentré dans la cour, je voyais qu'une chose, le standard, il est en face. Vous ne pouvez pas le rater, il est en face. Il y a 100 mètres à faire, vous avez le standard. Et là, ils étaient tous assis, en train de pleurer, en train de faire truc. Et moi, j'arrive tout seul à pied avec mon casque à la main. Voilà. C'est assez compliqué. Hmm. Leur expliquer ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, voilà. Du coup, bah voilà, et je sais que il y avait une chaîne de télévision qui a, je dirais le nom parce que c'est pas le but, mais qui m'ont fait revenir sur l'intervention pour faire un reportage justement pour le midi, justement en urgence pour le midi, comme il y avait un mort au feu. Voilà, donc j'y suis retourné. À leur demande, bah, sur le show, en fait, j'ai dit oui. Bah, Hmm. pourquoi pas. De toute façon, je suis place après. Ouais. Voilà. Mais c'était l'une des belles conneries, je pense. Oui, je pense que avec le recul maintenant, je suis pas sûr. Bah, je le ferai plus, c'est sûr. Mais c'est chaud quand même. De retourner sur place, la vidéo elle tourne encore, hein. Et d'être sur place et de quand on vient de vivre ça, c'est à chaud, ça passe. Mais là, avec le recul, plus ça va, moi je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con d'accepter cette demande. Voilà, après, eux, ils font leur travail, et puis moi, bah, ils m'ont pris sur le show, sur les émotions, et j'ai été en faire le truc, quoi. Oui, c'est ça, c'est finalement, à ce moment-là, les émotions n'avaient pas leur place quelque part et de se Ouais. dire que vous étiez, quoi qu'il en soit, en mode automatique à ce moment-là. Ah Très ben là, certainement. c'est un total robot. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Donc, si tu m'avais dit demain, ben, tiens, là, on va à la Tour Eiffel, tu montes au troisième étage, ben, j'y vais. Je m'en fous, en fait. J'étais complètement désolidarisé de mon corps, mon esprit était pas. C'était deux trucs complètement. Ouais, si on m'avait dit, tu vas monter la Tour Eiffel par l'extérieur jusqu'au troisième étage sans assurance, bon, j'y vais, pas de problème. Ouais, je monte. Et puis Je, je reste. redescends, comme ça, je saute du troisième étage, c'est pas grave, j'y vais comme ça. Je monte, je m'en fous. Ah, mais on est complètement. La dissociation est énorme. Bah, Énorme. clairement, ça, on le rencontre souvent sur les problématiques de stress post-traumatique que vous avez clairement vécu, où on a une dissociation en fait à la fois mentale, on l'échangeait tout à l'heure, de l'hyperactivité au niveau cérébral, et puis finalement, c'est comme s'il y avait une coupure au niveau cervical, comme si l'info ne passait plus entre le mental et le corps. Ouais, c'est ça, mon corps, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je suis sûr que j'aurais pu faire n'importe quoi. Là, c'est sûr. Et finalement, ça, c'était une intervention très difficile pour vous. Et qui plus est, avec vos collègues qui sont restés sur place, est-ce que dans votre quotidien, malgré tout, vous rencontrez aussi des situations catastrophiques dans des cas d'accident, quand il y a moins d'affect quelque part, est-ce que c'est plus facile de prendre de la distance face à la situation? Oui, enfin, on est conditionné pour aussi, hein. Le métier, enfin, enfin, on est conditionné pour, c'est pas le terme, mais quand vous rentrez dans cette corporation, ou même pour la police, je pense que c'est la même, hein. Mmh. Quand on est dans l'humain comme ça, si ça touche pas la famille, là, c'est compliqué, ça devient très compliqué, ou les amis. Mais le fait d'être à Paris et d'être provincial, ça aide, parce qu'on ne connaît pas les victimes. Et le nombre de morts que j'ai pu côtoyer dans ma carrière de 20 ans, ce serait, je pourrais pas quantifier, mais c'est juste énorme. Et étant donné que c'est des gens que je ne connais pas, et encore maintenant, là, parce que des morts, j'en fais encore maintenant chez les volontaires, hein, on en fait encore, et j'ai aucune, ça me fait rien en fait. Et pourtant, la carapace, elle s'est bien dégraissée depuis ces accidents, mais là, depuis ma thérapie, mais
Là, bon, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Qui va aller faire ce qu'on fait? Personne. Donc, il faut qu'on le fasse. Et l'empathie, c'est compliqué. On n'a pas de, il n'y a pas de formation pour apprendre à gérer la mort des Bien autres. sûr, bien Pas la sûr. nôtre, des Mmh. autres. Mais il n'y a pas de formation. Et ce que je souhaiterais, moi, c'est de, mais justement, qu'il y ait une, comment ça s'appelle? Une préparation mentale Mmh. pour les, moi, je parle pour ma corporation, je parle pour les pompiers, pour Bien sûr, bien sûr, bien sûr. mon cadre de vie, mais même pour les infirmiers, pour peut-être la police aussi, parce qu'ils sont amenés aussi à rencontrer de la mort, ils sont confrontés à la mort aussi régulièrement, et on n'est pas prêt à ça. Enfin, on n'est pas préparé. Le secourisme, les, 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 les bouquins de secourisme, ils sont aussi épais que la Redoute. Il y a quelques années, ils font 500 pages. Mais vous apprenez les dernières techniques parce que les doigts, il faut qu'ils soient comme ça, les massages cardiaques, c'est plus comme ça, les machins, les trucs. Ça évolue tous les 6 mois, ça change. En revanche, il y a aucune fiche technique qui vous apprend à appréhender la mort et, et ce que c'est que la mort réellement. Parce que on va dire oui, les jeunes, ah ben tiens, il y a un cadavre là dans un appartement, les vieux vont dire tiens jeune, va voir et va voir, ça te fera, tu vas découvrir sur le tas ce qu'est la mort et ce qu'est la mort, mais c'est pas bien en fait. C'est bien, ça va le forger, effectivement, ça forge plus ou moins une expérience, mais c'est pas la solution. Je pense que c'est pas la solution. Et je pense une approche de la problématique de la mort, je parle, c'est ce qui est vachement dur au niveau, même les médecins ont du mal avec la mort. Et nous, quand on doit annoncer la mort à une famille, on est confronté à ça. Quand vous avez une maman, vous intervenez chez des gens qui vous appellent pour un malaise à 9 heures le matin, que c'est deux gamins de 6 5 6 ans qui vous ouvrent la porte et qui vous disent, ben, maman, elle a fait un malaise dans les toilettes. Ok? Vous allez dans les toilettes et vous trouvez la dame, effectivement, en rigidité cadavérique sur les toilettes. Vous faites quoi? Ben voilà, on n'est pas préparé à ça. Là, faut annoncer aux gamins que leur maman, bah, elle est décédée. Parce que de toute façon, rigidité cadavérique, il n'y a aucun geste de secourisme à entreprendre. Et vous n'êtes pas préparé à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené les enfants dans le salon. Il y avait une télévision, un magnétoscope, des cassettes vidéo. Il y avait Toy Story. J'ai pris Toy Story, je me suis mis dans le canapé avec mon équipage, on a regardé Toy Story en attendant la police pour le constat de décès. Voilà. Et on n'est pas préparé à ça, malheureusement. Mais c'est difficile, c'est des situations qui sont rarissimes, mais il faut pouvoir anticiper ces trucs-là. Il faut quand même les assumer malgré tout au moment où ça arrive. Oui, et pourquoi pas créer une espèce de boîte à outils, une caisse à outils avec des termes, avec des phrases types faites par des médecins, par des spécialistes, avec des termes à surtout pas dire et des termes et des phrases types pour essayer de pas noyer le poisson, mais pour essayer d'être le plus pédagogue possible, parce qu'annoncer la mort à quelqu'un, c'est quand même terrible. Vous annoncez la mort d'un parent ou d'un frère ou d'un enfant, mais c'est atroce de faire ça. Et si vous n'avez pas les bons termes, ça peut partir rapidement en sucette, quoi. Donc, pourquoi pas faire une caisse à outils avec des phrases types pour dire, voilà, ça c'est à dire, ça on peut le dire, ça on peut pas le dire. Et on met ça dans les formations de chefs d'agrès pour les pompiers ou même pour la police. Et là, à Voilà. l'heure actuelle, vous n'avez rien par rapport à ça qui peut vous guider finalement. Non, après c'est l'expérience et après c'est l'ancienneté. Plus on est ancien, plus on est susceptible d'avoir côtoyé la mort, hein. Et dans toutes les formations, nul ne nous apprend à appréhender et à annoncer la mort à quelqu'un. Non, bah non, alors normalement, c'est pas notre sort. Effectivement, c'est un médecin qui doit se déplacer pour annoncer la mort à la famille ou sur intervention qui signe l'acte de décès. Mais quand vous retrouvez dans ma situation où la dame elle est en rigidité cadavérique dans ses toilettes, si j'appelle pour un médecin pour constater le décès, le SAMU ou ils vont me dire bah non, c'est un décès certain. Il y a pas lieu d'envoyer un médecin pour ça. Et donc, bah, débrouillez-vous, quoi.
Ben, tant pis, je sors mon couteau, j'essaie de trouver, pour trouver une recette à peu près correcte pour essayer d'être le moins. Et puis, c'est des enfants de 5 et 6 ans, hein, ils étaient grands comme trois pommes, hein. Et c'est eux qui ils m'ouvrent la porte stoïque, hein. Maman, elle est pas bien. Ben voilà. Mais après, il faut leur annoncer qu'elle est plus là. Ça, on n'est pas prêt à ça. Hmm. Oui, bien sûr. Et ça, c'est d'une dureté psychologique euh, Oui, immense, ah ben, finalement. oui. Parce que vous savez pertinemment que leur maman, elle est décédée, mais vous pouvez pas leur dire, cache, ben voilà, ta maman, voilà, c'est fini, quoi. On peut pas. On- c'est impossible. Et là, il faut trouver les bons mots, et après, voilà. Là, c'est hyper complexe. Finalement, c'est vous qui allez être le point de départ de comment gérer finalement le deuil. Et finalement, ce point de départ peut être complètement catastrophique s'il n'est pas bien présenté dès le départ, finalement. C'est ça le problème, en fait. Voilà, c'est ça, on peut. Eh ben, vous avez tout résumé. Voilà, c'est ça. Alors que quelques phrases simples, pour éviter justement, et les bons mots adaptés, et je pense que ça peut passer. Préparer les gens à pouvoir annoncer un décès. Les médecins sont forts pour ça, pourquoi pas s'en inspirer, qu'ils nous donnent des phrases et des petites mallettes, des caisses à outils pour dire voilà, il est décédé, et présenter à la famille le décès. Hum. Ça, parce que finalement, vous êtes au premier plan toujours, et on se rend compte que finalement, vous n'avez pas forcément l'encadrement adéquat ou la formation qui pourrait, enfin plus poussée, on va dire, qui pourrait vous être utile dans votre quotidien. Ouais, mais en fait, on nous forme au savoir-être, au savoir-faire. On est d'accord? Ça, c'est bien. Mais le savoir-perdre, ça, c'est une notion qui est difficilement acceptable chez les sapeurs-pompiers, parce que c'est difficile de savoir perdre. Difficile de laisser mourir quelqu'un, de se battre pendant une demi-heure, une heure sur un massage, pardon, sur un massage cardiaque et de devoir abandonner parce qu'on ne peut plus rien faire. Le savoir perdre, que ce soit pour quelqu'un de lambda, une victime classique, ou pour même quelqu'un de son équipage, comme moi j'ai pu le vivre, le savoir perdre, c'est pas dans les mœurs. Ça, c'est pas dans les habitudes. Donc, on nous apprend pas à savoir perdre. On nous apprend à savoir être, voilà, et à savoir faire. Parce que les gestes, on les fait tous les jours, on les martèle tous les jours. Ah, pour le coup, on est au taquet. Ça, c'est vrai. Pour le coup, on est puissance 10 au niveau savoir-être encore, encore certains ne sont pas au top, mais le savoir-faire, on est tous formés dans le même tube et on sait exactement faire les gestes comme c'est marqué dans le truc. Mais par contre, on ne sait pas perdre. On ne sait pas perdre. Donc, dans les têtes des têtes pensantes de ceux qui enfin, ceux qui font les règlements, je pense qu'il va falloir peut-être un moment travailler sur le savoir perdre pour justement préparer d'éventuels cas comme le mien, qui je pense est loin d'être un cas isolé, à pouvoir pallier cette. On sait traiter des cris d'épilepsie, on sait traiter les arrêts cardiaques, on sait traiter plein de choses. Pourquoi on n'arriverait pas à traiter euh, l'abord à la mort pour les familles et pour ceux qui sont là? Voilà. Finalement, est-ce qu'on pourrait se dire que ce savoir perdre, on pourrait faire un parallèle avec les sportifs de haut niveau? Ah bah exact, ils sont en plein dedans. C'est exactement ça. Oui, ils se préparent 4 ans pour les JO et aux JO ils font 10e. Voilà, psychologiquement c'est chaud quand même, hein. Ou ils arrivent 4e. Bah, c'est chaud. Bah, c'est un peu ça. Le concept est exactement là. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et on est finalement, donc on parlait tout à l'heure de la méthode TOP qui est de plus en plus utilisée, enfin qui est à l'origine chez les militaires et qui se déploie un petit peu chez vous, mais finalement c'est encore sporadique comme préparation mentale. Là, moi où je suis, il n'y en a pas. Enfin, je les ai rencontrés via des conférences que j'ai pu faire, les préparateurs top et les spécialistes, mais pardon, sur là où je suis, pas connaissance. Voilà. Donc c'est pas encore diffusé, c'est vraiment C'est pas encore partout, je pense.
Et ça, pourtant, ça serait malgré tout nécessaire. Ben, ce serait le top, c'est le cas de le dire. Si on pouvait préparer chaque corporation, il n'y a pas que les pompiers, mais ceux qui interviennent, qui sont au contact de l'humain en permanence, les pompiers, la police, les soignants, et si on pouvait les préparer à tous ces trucs, ça serait vraiment top, c'est le cas de le dire. Parce que finalement, en fait, chaque intervention, vous accumulez un peu plus. Est-ce que vous avez, malgré tout, même si vous n'êtes pas formé à la méthode TOP, est-ce que, malgré tout, quand vous commencez à vous préparer à entendre le signal d'alarme, est-ce que psychologiquement, vous vous préparez à ce qui va se passer sur l'intervention même? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de voir sur intervention que je commençais à partir, être détaché, mais totalement détaché de ce qui se passait. Et dire mon personnel, gère, moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Gère, je t'attends en bas, j'attends, je sais pas où, mais moi je veux pas en entendre parler, c'est bon, ça me fatigue. Parce que les gens se plaignent de tout. Les pompiers, c'est un peu comme la police, je suppose, mais moi je parle de ma corporation. On est des buvards de la société. Ce que je vous disais tout à l'heure, on prend les mots, on prend les mots, les gens mettent des mots sur les mots, des mots MOTS, Sur sur leurs mots, MOAX? sur leurs mots, et ils nous offrent le paquet en fait. Donc tout ça, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment, ben voilà quoi. Vous avez entendu 5, 10, 15 fois des plaintes toute la journée. Au bout d'un moment, le cerveau, je pense que c'est normal. Je pense pas être fou ou autre chose pour ça. Je pense que n'importe quel être normalement constitué, quand il entend 10, 15 plaintes la journée, plus, je vous parle pas des odeurs, je vous parle pas de tout ce qu'il peut y avoir autour de l'encadrement, de voilà. Au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. C'est pas dans la logique des choses. C'est pas ce que nous inculquent nos parents dans les valeurs qu'on va découvrir dans la vie. Ouais, la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Non, non, là, ça déstructure tout et, et ça fait perdre des repères en même temps. Oui, donc finalement, en fait, est-ce que vous pourriez dire que ce burn-out vous a, entre guillemets, je dis bien, aidé à vous reconnecter à vous-même? Ouais, en partie, oui, parce que j'ai vécu ça pendant 4 ans où c'était vraiment très intense. Mais je suis pas le seul, hein, il y en a plein d'autres casernes où il y en a qui ont été certainement pires que moi. Et quand j'ai demandé à être muté, je suis arrivé dans une caserne où il y avait moins d'interventions, mais les délais de transport étaient un peu plus longs parce que c'était pas à Paris. Mais au début, ça m'a soulagé. Mais après, ben, en fait, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Et plus on a avancé dans les années, plus le taux enfin, plus le nombre d'interventions bah, augmentait. Il augmente où j'étais, il y avait 6500 départs. Là, ils sont à 8500 en 15 ans. On a pris ils ont pris 2000 départs en 15 ans. Donc, c'est compliqué. Et les effectifs sont toujours les mêmes ou ça évolue aussi? Non, c'est les mêmes. Bah non, c'est les mêmes. Donc, tout ça, c'était déjà des prémices de. Maintenant, les turnovers sont plus importants. Il y a une ils préservent plus leur personnel. Le turnover sur les 24 heures est plus important, donc les gens sont moins sollicités à la journée que nous, on pouvait l'être à l'époque. Voilà. Donc les enseignements ont été tenus, mais c'est pas facile. Oui, avec la même population et des interventions qui augmentent de plus de 20%, clairement, c'est compliqué de pouvoir faire son travail de, Sereinement. sereinement. Sereinement, c'est compliqué. Voilà. J'avoue que là, en province, là où je suis, là, on est à 1200 interventions à l'année, ça va. C'est 3 ou 4 par jour. Ça va, les gens sont flex, on a le temps de traiter les interventions, on a du temps pour nous. Mais quand vous passez à 8000 ou 9000 départs à l'année, c'est plus du tout la même chanson. Quand vous êtes à 20 ou 30 par jour, c'est plus la même chanson. Et c'est ce qui devient compliqué. Et après, on engorge les hôpitaux avec des urgences qui ne sont pas des urgences. Voilà, c'est la cour des miracles en fait. L'hôpital, c'est et
le moyen pour passer de chez soi à l'hôpital, parce qu'on est malade, puisqu'il n'y a plus de médecins traitants, c'est la pénurie des médecins, on voit qu'il y a des déserts médicaux, bah, c'est les pompiers. Voilà, on appelle les pompiers, on va à l'hôpital et ça, après ça ira mieux. Alors qu'il aurait très bien pu y aller en voiture, en train, à pied, ou en vélo, je sais pas. Oui, donc finalement, vous êtes la sonnette d'alarme de la population, Les finalement. derniers remparts avant, voilà. On est victime, un peu victime de notre succès en fait, puisque les pompiers ont un aura et une, comment ça s'appelle, une réputation qui est plus à faire, puisque les gens aiment les pompiers, mais faut pas abuser quoi. Oui, c'est ça, on dit toujours, quand on aime trop, à un moment, si on ne se donne pas à soi-même, c'est difficile de donner aux autres aussi, C'est quelque ça, part. c'est exactement ça. Et la santé des uns dépend de l'intelligence des autres aussi, parce que l'abus des secours est dangereux pour la santé des autres. C'est un peu ça le concept. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, si vous appelez vous pour un ongle incarné parce que vous avez mal au genou depuis 15 jours, comme on parlait tout à l'heure, l'engin qui est sur intervention n'est pas disponible pour un arrêt cardiaque. À côté, peut-être, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est dangereux pour les autres, en fait, d'abuser comme ça mobilise des engins qui pourraient être mobilisés sur vraiment des urgences vitales. Et j'ai envie de vous poser une question par rapport, parce que ça, c'est assez important malgré tout. Dans le burn-out, il y a un taux de rechute qui est quand même assez important, qui est de l'ordre de 30%, grosso modo. Donc, est-ce que justement le fait d'intervenir maintenant en province, dans une petite caserne, vous permet de travailler beaucoup plus sereinement qu'auparavant? Ça, c'est un fait, visiblement. Mais est-ce que vous arrivez malgré tout à être serein dans vos interventions et dans votre quotidien? Est-ce que vous avez réussi à finalement reprendre un rythme qui vous convient mieux maintenant? Ah bah là, clairement, après 20 ans pardon, à intervention, activité opérationnelle très importante, passer des casernes dans lesquelles je suis enfin, j'étais affecté, c'est 6500 ou 7000 interventions. Là, je suis à 1200. Comprenez bien que l'empathie, elle est différente, puisque je fais 3 interventions la journée avec mon ambulance. Forcément, j'ai pas le même ressenti vis-à-vis des gens. Voilà, j'ai moins de fatigue, j'ai moins de compte. C'est sûr que là, pour le coup, ça redonne goût au métier de sapeur-pompier, même si les interventions sont pas forcément justifiées, comme on parlait tout à l'heure, puisqu'on est toujours dans les 30, les 7 sur 10 là, mais voilà, ben, je le prends flex, je le prends tranquillement, voilà, ben, de toute façon. Mais il y en a beaucoup moins, donc c'est que ce qu'on a du mal à comprendre, les plus jeunes qui sont chez nous, en fait. Eux, ouais, ils nous embêtent avec son truc, ouais, détends-toi, ça va bien, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu verras ça, voilà. Ils n'ont pas l'expérience que vous avez Non, eue voilà, avec les sapeurs-pompiers de Paris, avec des interventions aussi récurrentes dans le quotidien. Et finalement, euh, est-ce que, parce qu'on parlait aussi d'hyperactivité, au niveau à la fois cérébral, corporel, puisque il faut être quand même sportif pour être chez les pompiers et avoir un entraînement quand même assez intense. Euh, Est-ce que finalement le fait d'intervenir moins, est-ce que il n'y a pas un manque malgré tout par rapport auparavant où vous étiez sursollicité? Est-ce que aujourd'hui le fait d'être plus serein, certes, mais est-ce qu'il y a quand même pas une part de vous qui se dit j'aimais bien quand même être plus actif? non, enfin, alors, le regret d'avoir quitté l'institution, ça c'est, oui, parce que c'est une vraie, les pompiers de Paris, c'est une véritable famille. Je vous garantis, vous rentrez dedans et vous en sortez, c'est une véritable famille. Et je leur dois énormément pour ce qu'ils ont fait pour moi après mes accidents et je leur serai indéfiniment reconnaissant de ce qu'ils ont pu faire pour moi et encore maintenant. Parce qu'ils m'ont pas sorti des radars, on est toujours là
via les amicales, les associations, on est toujours pompier de Paris un jour, on dit toujours pompier de Paris toujours. Mais non, je pense que non, non. Ah, au regret, oui. Alors quand c'est le cœur du métier, les incendies, on en fait beaucoup moins en province. Ça, c'est une chose. Quoique j'en ai fait un peu un puits hier soir, mais non, non, ça me va. Le rythme est bien. Vous savez, à partir d'un certain âge, vaut mieux ménager sa monture. Exact. Les jeunes qui fassent, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais au bout d'un moment, je pense que ça me va tranquillement, 2, 3 interventions par jour. C'est c'est bien, ça me va. Et ça me permet d'être plus disponible aussi pour les victimes, puisqu'on est moins, la charge émotionnelle et la charge euh, psychologique, enfin, il y a moins de charge sur le. L'intervention. Bah oui, ça enchaîne moins en fait, c'est pas usine en fait, donc on a plus de temps pour passer de temps avec les victimes et à pouvoir échanger. Les trajets pour l'hôpital sont de 20 à 30 minutes, donc on a le temps d'échanger pour certains leur vie et tout ça, on échange pas mal, c'est sympa de pouvoir échanger avec des victimes qui, à la fin, bah, se sentent bien en fait, sont cool parce qu'on les détend et pour certaines, ça se passe bien. À Paris, l'hôpital est à 10 minutes et Vous faites les uns, vous ouais, enchaînez c'est à la finalement. chaîne, hein, c'est à la chaîne, hein. Ah oui, c'est à la chaîne. C'est ça. Et pour conclure, en fait, ce webinaire, j'aurais envie que vous nous parliez un petit peu de votre association. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les interventions et sur vos interventions et sur bah, la prévention à la victimologie que vous pouvez apporter au sein de cette association? Bah, effectivement, comme vous avez pu le constater, mes 20 ans à Paris, j'ai vécu 3 accidents graves, donc euh, maintenant je fais partie, je suis pensionné, j'ai une pension d'invalidité. Je fais partie des Gueules Cassées, l'association des Gueules Cassées, et euh, de cette expérience traumatisante que j'ai pu vivre avec mes 3 accidents, j'ai souhaité en faire une force, et, euh, et je me suis aperçu avec le recul, après avoir été traité en EMDR, que en fait, bah, il n'y avait pas grand-chose en fait pour prendre en charge et surtout faire de la sensibilisation, de la prévention sur ces risques de stress, d'apparition de syndrome de stress post-traumatique, voire de burn-out, d'épuisement opérationnel comme moi j'ai pu le vivre. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Alors moi je suis qu'un simple soldat. Je me suis dit, allez, créons une association, on va essayer de cadrer les choses pour avoir une base juridique et ensuite essayer de diffuser et libérer la parole au-delà, dans les Îles-de-France, euh, les pompiers de Paris, voilà, sur justement le stress post-traumatique et sur le burn-out, enfin oui, l'épuisement opérationnel. Et le fait d'intervenir dans les conférences, comme j'ai pu le faire, j'étais invité pour le congrès national, ça c'est génial. On a invité un peu partout. D'ailleurs, il y a Gwenel qui doit être dans le coin, qui est sur le webinaire, qui nous a invités à Montauban. On libère la parole, les consciences s'éveillent, on le sent, puisqu'on est invité dans différents SDIS et par différents acteurs, comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes venus nous voir. Tout à fait. Et on diffuse le message venez vers nous, on va vous aider dans la mesure du possible. Pour l'instant, on ne peut pas traiter euh, en thérapie. On n'a pas encore les matières, à part l'hypnose pour l'instant, on n'a pas encore les thérapies. Mais par contre, on fait de la prévention. Donc, de par mon passé, ça me permet d'échanger. Et s'il y a besoin, si des gens ont besoin de parler, on peut parler le même langage et que les gens se sentent moins seuls, justement, via ces traumatismes. C'est super que justement puisse y avoir ce genre d'association. Finalement, est-ce que au sein des pompiers, la parole est facilement délivrée ou est-ce qu'on pourrait dire que du fait que vous soyez une corporation bien spécifique où les émotions n'ont pas beaucoup de place quelquefois, est-ce qu'on pourrait dire que
ces problématiques liées à la santé mentale, ce soit un petit peu l'omerta encore aujourd'hui? Ah, c'est encore alors, c'est un tabou, effectivement, c'était l'omerta. Moi, quand mes accidents sont arrivés, il y avait, que ce soit à Paris ou ailleurs, il y avait rien de mis il y avait aucune mise en place, aucune prise en charge, parce que c'était pas encore connu à l'époque. Donc c'est pour ça que je n'en veux pas et maintenant ça se met en place. Il y a des cellules psychologiques qui se mettent dans les S10 en France. La brigade s'est beaucoup développée là-dessus et bah, si on peut, développer et libérer la parole grâce à des conférences comme vous le faites et comme on peut faire, bah, c'est tout bénef et essayer de faire avancer les choses pour que ça soit plus un tabou, mais que ça soit vraiment un problème de société. Enfin, ça devient un vrai problème de société parce que l'OMS dit que la santé mentale en France et en Europe, c'est 617 milliards d'euros, je crois, en termes de coûts, hein, c'est énorme. En Et France, le burn-out, c'est 3 milliards d'euros par an. voilà, et en Europe, voilà, et 1 euro de prévention donne 13 euros en curatif. Donc 1 euro donné en prévention, ça équivaut à 13 euros en curatif. Donc à un moment, il va falloir faire quelque chose. Et l'OMS, j'espère que l'État va bouger comme c'est évidemment le fer de lance du Premier ministre, la santé mentale pour 2025, c'est son fer de lance. Il faut que ça bouge et qu'on commence aussi par la population, c'est une chose, parce que le Covid ne les a pas aidés, mais qu'on aide ceux qui sont le plus près et au quotidien dans l'humain, en fait. Les pompiers, les policiers, les soignants, et toutes les corporations qui sont autour de l'humain, en fait. Tout à fait, et on voit aussi ces problématiques, maintenant aussi en entreprise bien présentes, avec, des problématiques, souvent de management toxique qui revient assez régulièrement. Donc moi j'ai à cœur justement de mettre, en avant, toutes ces problématiques, liées au burn-out, sur chacune des professions, comme je le présente tous les mois. D'ailleurs, le mois prochain, j'envisage un webinaire avec, une de vos collègues, anciennes gendarmes, pour, parler de ces problématiques, au sein de la gendarmerie. J'ai essayé de questionner des policiers, mais c'est encore très, très, très fermé, et la parole ne se libère pas, qui plus est, avec le grand public. Il est possible que ça se libère, dans la corporation, mais en parler, au sens large, c'est encore, très tabou. Donc ça, c'est un de mes objectifs, comme, ce que je peux proposer au sein, de mon association qui s'appelle aussi Collectif Burnout. Nous accompagnons, le grand public, toute personne, qui, subit, un burn-out, en pluridisciplinaire. Donc nous sommes, 8, une association, sur l'Île-de-France, en Essonne, et puis, nous avons aussi une annexe, dans le Grand Est, autour de Strasbourg, et nous avons, avec nous, des, heu, des thérapies, alternatives, comme de la sophrologie, du massage, psychocorporel, on a des psychologues, et on a aussi le côté juridique, pour accompagner, sur, ces problématiques de comment se sortir, juridiquement de ce burn-out. En tout cas, un grand merci Stéphane pour, ce témoignage vraiment très poignant. Merci beaucoup de faire évoluer. Je pense que si on était plus à pouvoir faire libérer cette parole, peut-être, on aurait un peu plus de bienveillance, et de faire en sorte que, quand vous êtes, accueillis, dans des cités, qu'on puisse, aujourd'hui ne pas être accueillis, avec des pierres. Déjà, ça pourrait, limiter, la problématique. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. J'avais vu, il y en avait eu une, qui avait été posée par rapport, à l'accompagnement psychologique, au sein des pompiers. Donc à l'heure actuelle, il y a des psychologues au sein des pompiers qui peuvent, vous accompagner, mais pas forcément sur toutes les interventions, c'est seulement dans des cas bien spécifiques, c'est ça? Pardon.
C'est- Non, je disais par rapport aux accompagnements psychologiques. En fait, ils peuvent vous accompagner quand vous en avez besoin, ou Oui. alors c'est seulement en cas de grosses problématiques. Non, 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 ils se déplacent. Il y a une cellule psychologique maintenant qui se met en place, soit pour les grosses interventions, ou interventions particulières, pas forcément grosses, mais ça peut être traumatisant, des interventions traumatisantes. Et à la demande aussi des personnels. Oui, bien sûr. Oui, oui, les cellules sont à l'écoute H24 des personnels en souffrance. Oui, ça, c'est une grande chose qui s'est mise en place. Oui. Très bien. Bah, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec votre collègue gendarme pour nous parler de la problématique burn-out chez les gendarmes. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Au plaisir.